Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un problème sur les inégalités des accroissements finis avec une suite récurrente. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF et un lien vers mon nouveau blog où je continue de placer des documents, notamment pour la terminale Maths Expert. L'énoncé, la fonction petit f est définie sur grand I égale 0,51 fermé en 0,5 fermé en 1 par f de x égale cosinus x. La fonction petit g est définie sur grand I par g de x égale x moins f de x. La suite un définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un pour tout entier naturel n. Question A, calculer f' de x pour tout réel x de i. Question 1b, étudier les variations de la fonction f sur grand I. Question 1c, vérifier que l'image de grand I par f est incluse dans grand I. Question 2a, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une solution unique dans grand I, notée grand L. Petit b, en déduire que grand L est le seul point fixe de petit f dans grand I. Question 3, justifier que pour tout réel x de grand I, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 0,85. Petit b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un appartient à grand I. Question petit c, prouver que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un plus 1 moins l inférieure ou égale à 0,85, valeur absolue de un moins grand L. Question D, en déduire par récurrence que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un moins l, inférieure ou égale à 0,5 multiplié par 0,85 à la puissance n. Petit e, déterminer la limite de la suite un. Petit f, trouver un entier naturel k tel que valeur absolue de k moins grand L inférieure ou égale à 10 puissance moins 6, en déduire un encadrement de grand L. Correction, question A, calculer f' de x pour tout réel x de grand I étant l'intervalle 0,5, 1, fermé en 0,5, fermé en 1. Alors pour tout réel x de grand I, on sait que f de x c'est cosinus x, donc f' de x égale moins sinus x. Question 1b, étudier les variations de la fonction petit f sur grand I. On sait que f' de x est égal à moins sinus x, et petit x est compris entre 0,5 et 1, donc on va pouvoir dire que sinus de 0,5 inférieur ou égal à sinus x inférieur ou égal à sinus 1, puisque la fonction sinus est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, qui est inclus qui contient l'intervalle grand I. En passant à l'opposé, on va obtenir moins sinus 1 inférieur ou égal à moins sinus x inférieur ou égal à moins sinus 0,5. Et donc, on aura f' de x qui sera compris entre moins 0,85 et moins 0,47 quand on va chercher des valeurs approchées de sinus 0,5 et de sinus 1 avec la calculatrice. Et donc, f' de x est strictement négatif. f' étant une fonction strictement négative sur grand I, on peut en déduire que grand f est strictement décroissante sur grand I. Alors f de 0,5, tout simplement cosinus 0,5, f de 1, cosinus 1. Et donc on peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0,5, 1. Question 1c, vérifier que l'image de grand I par f est incluse dans grand I. Alors, f de 0,5, c'est cosinus 0,5, et avec la calculatrice, on peut dire que cosinus 0,5 est strictement compris entre 0,87 et 0,88. De la même façon, f de 1, c'est cosinus 1, et à l'aide de la calculatrice, cosinus 1 est strictement compris entre 0,54 et 0,55. Et donc, comme pour tout réel x de grand I, x est compris entre 0,5 et 1.
Donc, le cosinus de 1 est inférieur ou égal au cosinus de x inférieur ou égal au cosinus de 0,5. Alors attention, ici on a changé le sens des inégalités a priori, et puis j'ai rangé à nouveau dans l'ordre croissant. Et donc, avec ce qu'on sait sur cosinus 1, cosinus 1, lui, il est minoré par 0,54. Cosinus 0,5, lui, il est majoré par 0,88. Faire attention à bien minorer, majorer. Et donc, f de x est compris entre 0,54 et 0,88. Ce qui fait que f de x est compris entre 0,5 et 1. Et donc, pour tout réel x de l'intervalle grand I, f de x appartient à grand I, ce qui veut dire que l'image de grand I par f est incluse en grand I. Question 2a, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une solution unique dans grand I qu'on notera grand L. Alors, pour tout réel x de grand I, g de x c'est x moins f de x, donc g' de x c'est 1 moins f' de x. f' de x est strictement négatif, donc moins f' de x est strictement positif. Donc, 1 moins f' de x va être plus grand que 1, et donc g' de x est strictement positif. Puisque g' est strictement positif sur grand I, on en déduit que g est strictement croissante sur grand I. Alors, g de 0,5, c'est 0,5 moins petit f de 0,5, c'est-à-dire 0,5 moins cosinus 0,5, et la calculatrice nous donne environ moins 0,38 en prenant une valeur approchée avec 2 chiffres après la virgule. G de 1 moins f de 1, c'est-à-dire 1 moins cosinus 1, et la machine va nous donner g de 1 environ égal à 0,12. Donc g de 0,5 est strictement négatif et g de 1 est strictement positif. Allons-y, g est dérivable sur 0,5,1, donc g est continu sur cet intervalle 0,5,1. G est strictement croissante sur 0,5,1. L'image par g de 0,5,1, c'est g de 0,5, g de 1, qui contient le nombre 0, puisque g de 0,5 est strictement négatif et g de 1 est strictement positif. Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 possède une solution unique dans l'intervalle 0,5,1 noté grand L. Alors, j'ai quand même donné un tableau de variation de g pour qu'on constate bien que comme g de 0,5 est strictement négatif et g de 1 strictement positif, on passe ici une seule fois par la valeur 0 pour une certaine valeur grand L. Évidemment, grand L appartient à l'intervalle 0,5,1. Question 2b, on déduire que grand L est le seul point fixe de f de grand I. Alors, on va résoudre dans grand I, f de x égale x, ça signifie que x moins f de x égale 0, c'est-à-dire g de x égale 0, c'est-à-dire petit x égale grand L, puisque dans grand I, l'équation g de x égale 0 a une seule solution qui est grand L. Et donc, on peut affirmer que grand L est le seul point fixe de petit f dans grand I. Question 3, justifier que pour tout réel x de grand I, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 0,85. Alors, on sait des choses sur f' de x. On a vu que pour tout réel x de grand I, f' et de x est supérieur ou égal à moins 0,85 et inférieur ou égal à moins 0,47. Donc, on va passer à l'opposé et ranger dans l'ordre croissant, ce qui veut dire que 0,47 inférieur ou égal à moins f' de x inférieur ou égal à 0,85 et donc f' de x en valeur absolue qui est égal à moins f' de x est bien inférieur ou égal à 0,85 et puis on ne s'intéresse pas à 0,47. 3b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un appartient à grand I.
Alors l'étape 1, initialisation, vérifions que U0 appartient à grand I. On nous dit que U0 est égal à 1 et 1 appartient à grand I, donc U0 appartient à grand I. Trivial. Poursuite, étape 2, hérédité, supposons que UN appartient à grand I pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que UN plus 1 appartient à grand I. Donc, par hypothèse de récurrence, on suppose que UN appartient à grand I. Et puis, on va aller chercher la question 1C où on a dit que l'image de grand I par F est incluse dans grand I, ce qui veut dire que l'image de UN par F appartient aussi à grand I. Et F de UN, évidemment, c'est UN plus 1. C'était le lien entre UN et UN plus 1. Il suffit de faire agir la fonction F sur UN. Donc, UN plus 1 appartient à grand I. Donc, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, UN appartient à grand I. Question 3C. Prouvez que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN plus 1 moins grand L inférieure ou égale à 0,85, valeur absolue de UN moins grand L. Alors, quand on voit une inégalité de ce type-là, on essaye de penser à l'inégalité des accroissements finis. Et donc, on a besoin de connaître des choses sur la dérivée, notamment sa valeur absolue, qui est inférieure ou égale à 0,85. Ça tombe bien, il apparaît dans le deuxième membre de l'inégalité, 0,85. Et puis, on vient de dire que UN appartient à grand I pour tout entier naturel n, et grand L, on sait qu'il appartient à grand I. Je rappelle que grand I, c'est l'intervalle 0,51. Et donc, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis à UN et à grand L, puisqu'ils appartiennent tous les deux à grand I. Pour tout entier naturel n, valeur absolue de f de UN moins f de grand L est inférieure ou égale à 0,85, valeur absolue de UN moins grand L. Et puis, comme f de UN, c'est UN plus 1 et f de grand L, on sait que c'est grand L, on l'obtient, le résultat voulu, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN plus 1 moins grand L est inférieure ou égale à 0,85, valeur absolue de UN moins grand L. Ce qui fait que valeur absolue de UN plus 1 moins grand L va se réduire puisque valeur absolue de UN moins grand L est multipliée par 0,85. Question 3D, en déduire par récurrence que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN moins grand L inférieure ou égale à 0,5 multiplié par 0,85 puissance n. Alors ici, on le dit par récurrence. Dans le post-bac, on le dit pas toujours. Il fut un temps où en terminale, on ne le disait pas et les élèves utilisaient des récurrences pour quasiment toutes les questions. Il y avait pour tout entier naturel n, ce qui posait quand même problème parce que parfois il y a des démarches beaucoup plus simples et rapides. Mais parfois, la récurrence est utile. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais pas utilisé une récurrence et j'avais admis un certain résultat et donc je préfère qu'on le voit par récurrence. Alors l'étape 1, initialisation, vérifions que valeur absolue de I0 moins alpha, c'est pas alpha ici, c'est grand L, est inférieur ou égal à 0,5 multiplié par 0,85 à la puissance 0. Alors 0,85 à la puissance 0, c'est 1 en fait, et donc il s'agit de montrer que la valeur absolue de U0 moins grand L est inférieure ou égale à 0,5. Alors qu'est-ce qu'on sait? La valeur absolue de U0 moins grand L, c'est valeur absolue de 1 moins grand L, et donc c'est égal à 1 moins grand L parce que L, on sait qu'il est compris entre 0,5 et 1. Donc 1 moins grand L étant positif, sa valeur absolue c'est lui-même. C'est un peu plus pratique pour ensuite trouver éventuellement un encadrement de 1 moins grand L. Grand L étant compris entre 0,5 et 1, son opposé, il est compris entre moins 1 et moins 0,5. Et en ajoutant 1, on trouve que 1 moins grand L, on retrouve qu'il est positif, mais il est inférieur ou égal à 0,5.
Et donc, 1 moins grand L qui est égal à valeur absolue de 0 moins grand L, c'est écrit au-dessus, va être inférieur ou égal à 0,5 fois 1, en fait, 0,5 fois 0,85 puissance 0. Il y a un peu de travail là dans l'initialisation par rapport à la plupart des exercices de terminale. Étape 2, hérédité, supposons que valeur absolue de un moins grand L inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 à la puissance n. Pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, montrons alors que valeur absolue de un plus 1 moins grand L inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 à la puissance n plus 1. Alors, par hypothèse de récurrence, on a l'inégalité, valeur absolue de un moins grand L ici, inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 à la puissance n. Alors, on va multiplier par 0,85. Pourquoi? Parce que dans le résultat voulu, le deuxième membre, c'est 0,5 fois 0,85 à la puissance n plus 1. Et ici, on a 0,5 fois 0,85 puissance n. Donc, si on veut faire apparaître le deuxième membre de l'inégalité voulue, il faut multiplier par 0,85. Bon. Alors, on n'est pas tout à fait au bout du résultat. On a besoin maintenant, non pas d'avoir 0,85, valeur absolue de un moins grand L dans le premier membre, on a besoin de valeur absolue de un plus 1 moins grand L. Mais on sait quelque chose sur valeur absolue de un plus 1 moins grand L. D'après la question 3C, c'est inférieur ou égal à 0,85, valeur absolue de un moins grand L. Et on vient de montrer que 0,85 valeur absolue de un moins grand L est inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 à la puissance n plus 1. Et donc, voilà ce qu'on a ici. On a la même expression. Et donc, A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C va nous donner A inférieur ou égal à C, c'est-à-dire en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire valeur absolue de un plus 1 moins grand L, le premier nombre, qui va être inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 puissance n plus 1, le dernier nombre. Question 3e, déterminer la limite de la suite un. Alors, pour tout entier naturel n, on sait que valeur absolue de un moins grand L est inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 puissance n. Et j'ai quand même rajouté le fait que c'était positif, supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de montrer que 0,5 fois 0,85 à puissance n a pour limite 0 quand n tend vers plus infini. Et ça, on le sent, puisque 0,85 est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 0,85 puissance n, c'est 0. Multiplié par 0,5, c'est encore 0. Et donc, par encadrement, ou par le théorème de gendarme, si on veut, la limite de valeur absolue de un moins grand L, c'est 0. Et on en déduit que, du coup, la limite de la suite un, c'est grand L. Question 3F, trouver un entier naturel K tel que valeur absolue de K moins grand L inférieur ou égal à 10 puissance moins 6, on déduit un encadrement de grand L. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que valeur absolue de K moins grand L est inférieur ou égal à 10 puissance moins 6? À partir du moment où 0,5 fois 0,85 à la puissance K est plus petit que 10.6, parce qu'on sait que voilà, on sait que valeur absolue de UK moins grand L est inférieur ou égal à 0,5 fois 0,85 à la puissance K. Donc il suffit que ce deuxième membre soit inférieur ou égal à 10.6 pour que le premier le soit. Alors ici, le DQ, ça veut dire à partir du moment où, ça veut dire qu'en fait, plus ou moins, on part du résultat et on essaye de trouver une condition suffisante.
Et donc, ça veut dire que dès que 0,85 puissance k est inférieur ou égal à 2 multiplié par 10 puissance moins 6 en multipliant par 2 l'inégalité précédente, 2 est positif, on ne change pas le sens. Ensuite, on va utiliser le logarithme népérien, c'est celui qui permet de, entre guillemets, descendre l'exposant k. Et puis on conserve le sens, car la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur un intervalle 0 plus infini ouvert en 0, ou bien on utilise une propriété qui dit que pour tout réel A et B strictement positif, ln de A inférieur ou égal à n de B équivaut à A inférieur ou égal à B. Et donc on va obtenir k ln de 0,85 inférieur ou égal à ln de 2 fois 10 puissance moins 6. Je ne vais pas chercher à modifier ce nombre. Voilà, et là on a utilisé une propriété algébrique qui dit que ln de A puissance k, c'est k ln de A pour un réel A strictement positif. On divise par ln de 0,85 qui est strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité. K va être supérieur ou égal à ln de 2 fois 10 puissance moins 6 divisé par ln de 0,85. Et on va trouver que c'est vrai à partir du moment où k est supérieur ou égal à 81, parce que le nombre qui est ici grisé est certainement strictement compris entre 81 et 82. Il suffit de prendre une calculatrice, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, on va pouvoir dire que valeur absolue de U81 moins grand L est inférieure ou égale à 10 puissance moins 6. On va encadrer maintenant U81 moins grand L, qui est compris entre moins 10, moins 6 et 10 puissance moins 6. En ajoutant, en soustrayant, bon, on va trouver que grand L est compris entre U81 moins 10 puissance moins 6 et U81 plus 10 puissance moins 6. On cherche un encadrement de grand L. Et donc, à l'aide d'un programme, on va obtenir cette valeur de U81 environ 0,739085. Alors, je suis allé chercher 3 et 3, 6, 7 chiffres après la virgule pour pouvoir dire que U81, il est compris entre 0,739085 et 0,739086. C'est-à-dire qu'on a un encadrement de U81 à 10.6 près. Alors évidemment, faut se méfier quand même parce que il faut faire confiance évidemment au logiciel ou à la calculatrice qui nous donne cette valeur-là. Bon, faisons confiance, même si parfois... Et donc, quand on va enlever 10 puissance moins 6 à U81, on va obtenir ici 0,739084. Et comme on avait eu 81 plus 10 puissance moins 6, on va prendre un majorant de cette expression qui va être 0,739087. Et donc, on va pouvoir affirmer grâce à l'encadrement qu'on avait ici, j'aurais peut-être pu le rappeler, Et donc, on va obtenir que grand L est compris entre 0,739084 et 0,39087. Alors, cet encadrement, il est d'amplitude 3 fois 10 puissance moins 6. Donc, si on voulait avoir, par exemple, un encadrement un peu différent, on pourrait dire que... Là, je vais reprendre cet encadrement et puis... on va réduire d'un chiffre. Donc ici, on peut dire qu'on a 0,73908 et là, on élargissant à droite 0,73909, ce qui fait qu'on a un encadrement de grand L à d'amplitude 10 puissance moins 5 là. Alors je voudrais poursuivre en faisant quelques remarques.
notamment avec le logiciel GeoGebra. Ici, j'ai représenté la fonction cosinus, la droite d'équation y égale x, et elle coupe la courbe de cosinus en un seul point, k. Alors, on pourrait le démontrer qu'il y a une seule solution possible. C'est pas très difficile. Vous pouvez vous intéresser à la fonction g définie par g de x égale x moins cosinus x. Vous pouvez même travailler dans grand R, et puis vous pourriez démontrer qu'il y a une seule solution à l'équation g de x égale 0. Bon, je crois qu'on l'a plus ou moins fait d'ailleurs, mais dans l'intervalle 0,5,1. Alors pourquoi avoir choisi cet intervalle 0,5,1 ? Parce que déjà, l'abscisse du point K appartient à cet intervalle. Alors on aurait peut-être pu choisir 0,1, je crois que c'est la tradition, mais bon, j'ai voulu réduire. Alors attention, parce que quand on veut réduire, il faut que l'image de l'intervalle qu'on choisit, donc là 0,51, son image soit incluse en 0,51, ce qui est bien le cas, puisque ici vous avez cosinus de 0,5 qui est plus petit que 1, et puis le cosinus de 1 qui est plus grand que 0,5. Voilà pourquoi ça marche bien 0,51. Alors attention aussi, si vous vouliez travailler sur 0 pi sur 2 par exemple, vous auriez un problème parce que la dérivée de cosinus en pi sur 2 moins sinus pi sur 2, ça vaut moins 1, et donc vous auriez en valeur absolue f' de x inférieur égal à 1, vous ne pourriez pas montrer la convergence de la suite UN. On a besoin que la valeur absolue de f' soit inférieur ou égal à un certain nombre que j'ai appelé petit k dans le cours que j'ai fait en vidéo, et que k soit strictement compris entre 0 et 1. Donc en fait, quand on fabrique un exercice de ce type, il y a besoin de vérifier un certain nombre de choses. Bon, GeoGebra nous donne une valeur approchée de grand L qui est 0,7391, ce qui confirme ce qu'on a trouvé à la fin. Alors, deuxième cerise sur le gâteau, la courbe de f sur l'intervalle. En fait, ici, j'ai pris l'intervalle 0,1 pour simplifier les choses. On pourrait prendre 0,5. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs. Voilà, bon, la courbe de f. Donc, on part de U0 égale 1. Alors, on va revoir le tracé qui permet de faire apparaître les termes de la suite UN sur l'axe des abscisses. Donc on part de U0, on rejoint la courbe de f, et le point que vous voyez s'appelle A0. Bon, il y a un point B0, c'est le point de coordonnées U0 qui ne sert pas à grand chose ici, mais vous allez voir qu'après on va avoir besoin, pour k égale 1, voilà, d'un point B1. Et donc à partir du point qu'on avait, on fait un tracé horizontal, on rejoint la droite, le point B1 a pour ordonnée f de U0, c'est-à-dire U1, et pour abscisse U1. Et puis ensuite, on rejoint à nouveau verticalement la courbe de f, on la prend à 1, et puis le tracé va se faire, pouf. Voilà, à partir du point A qu'on ne voit plus, on fait un tracé horizontal, on obtient le point B2, et le point B2 a pour abscisse f de U1, c'est-à-dire U2, et ainsi de suite. U3, U4, U5, U6, U7, et puis à un moment donné, on voit que pour n assez grand, les valeurs de UN ont l'air de se stabiliser autour d'une certaine valeur. Alors je suis allé jusqu'à 50 termes, et avec le graphique 2, j'ai tracé le nuage de points K, K. Alors ça monte, les points MN d'abscisse n et d'ordonnée UN, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Voilà. Donc on ne pouvait pas aller chercher un terme de convergence monotone, puisque la suite UN ici est ni croissante ni décroissante en fait. Quoique.
Alors dans le polycopier, vous aurez donc en fait cette première figure, hein, c'est pour aller voir le nombre L, donc le point A qui est le point d'intersection ici de la courbe de f et de la droite d'équation y égale x, pour abscisse grand L et pour ordonnée grand L. Ensuite, c'est avec la courbe de G, on a parlé de la fonction G définie sur 0,5,1 par G de x égale x moins f de x, je prends mes souvenirs, et donc GeoGebra nous dit que le point d'intersection de cette courbe de G avec l'axe des abscisses, c'est un point, voilà, j'ai appelé grand L carrément, et puis GeoGebra nous donne une valeur approchée qui correspond bien à l'encadrement qu'on avait obtenu. La représentation graphique en escalier que j'ai fait avec un logiciel qui s'appelle Cinequanon. Voilà, donc on part de U0 et puis en fait le tracé ici, c'est pas vraiment un escalier, c'est plutôt en spirale, et puis on va finir par rejoindre pratiquement presque un point qui est situé entre 0,7 et 0,8. Hein. Bon, la représentation classique, je vous l'ai fait voir, alors c'est là le complément qui va nous intéresser. Donc la suite UN est ni croissante ni décroissante apparemment. Alors il y a une petite astuce qui consiste à, puisque la fonction f est strictement décroissante, on va la composer par elle-même. Et on va appeler cette fonction petit h sur grand I. Alors la fonction f est strictement décroissante sur grand I, et comme on la compose par elle-même et qu'elle est strictement décroissante sur grand I, on peut montrer que h est strictement croissante sur grand I. Vous pouvez le faire, c'est pas très difficile. Hein. Partez de deux nombres A et B, de grand I, puis A plus petit que B, entraînez f de A plus grand que f de B, vous composez par f et vous allez obtenir f rond f de A strictement inférieur à f rond f de B, c'est-à-dire h de A strictement inférieur à h de B, en prenant la définition de la classe de seconde, tout simplement. Alors en fait, on va chercher à poser une première suite. Alors, il y a une suite que je vais appeler AN, et puis c'est A0 égale 1 et AN plus 1 égale H de AN. Alors en fait, AN, c'est la suite des termes de la suite U de rang pair. Et puisqu'on a 0 ici, et puis qu'on prend F rond F de AN. Donc la suite à n, elle va être décroissante et elle aura pour limite grand L à démontrer. Et puis on prend B0 égale à 1 toujours, et Bn plus 1 égale H de Bn pour tout entier naturel n. Alors j'ai pris B0, ça c'est pas tout à fait correct. En fait le B0 c'est A1 plutôt, c'est U1 pardon. Voilà. On prend le deuxième terme de la suite UN. Et puis à ce moment-là, Bn, on peut prouver que c'est U indice de n plus 1. Hein. B0, ici n égale 0, on a U1. Et en fait, ici, le 1 que j'ai pris, c'est U0 tout simplement. Voilà, quand n vaut 0, U indice 2 fois 0, c'est U0, et donc à 0, c'est U0 de manière générale. Alors on peut montrer que la suite Bn est croissante et pour limite grand L. Et donc en fait les deux suites AN et Bn, pour ceux qui connaissent cette notion-là, on dit qu'elles sont adjacentes parce que l'une est croissante, l'autre est décroissante. La différence des deux, comme elles ont pour limite L toutes les deux, ça sera 0. Et puis on obtient un nuage de points. N à N, NBN, pour N entier comprend entre 0 et 20 ici, c'est ce que j'ai fait avec le logiciel et du Python, avec un script en langage Python. On va aller le voir très vite. Et puis le script Python, cerise sur le gâteau, je vous l'ai donné. Je vais pas le commenter, vous essaierez de voir pourquoi, effectivement, ça nous donne les termes de la suite AN et BN. On va aller voir ce fameux script avec le logiciel. Donc voilà,
Le script, alors on va chercher des termes jusqu'à un certain rang n. Donc petit a vaut 1, c'est U0, et petit b c'est U1, donc c'est cosinus de 1 ici. C'est cosinus de A en fait. Si on veut, ça reviendra au même. Alors pour k variant de 0 à n, alors on va quand même afficher les termes de la suite que vous voyez d'ailleurs un peu dans la console Python. Je ne les ai pas effacés parce que j'ai testé juste avant de vous faire voir. Donc on aura le terme de la suite AK et le terme de la suite BK pour un certain indice K. Ici, c'est pour représenter le point de coordonnée K en bleu, le point de coordonnée KB en rouge, avec une bille, et puis ici, ça nous permet de tracer le segment qui rejoint les points de coordonnées KAK et KBK en vert. Alors pour calculer le terme suivant de la suite à n, il faut faire en fait f rond f, utiliser f rond f, et donc A, ça sera cos de A, et puis pour B, pareil, cos de B. Alors là, une petite pause, on va voir le tracé va être dynamique. Bon là, c'est pour avoir une fenêtre à peu près propre à la fin. Allez, 25 termes, on va exécuter, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je vais enlever quand même le schéma, effacer un peu tout ce qu'il y avait dans la console. On l'exécute. Voilà, et donc on obtient en fait les termes de la suite à n en bleu, je crois, et les termes de la suite bn en rouge. Et en fait, si on réfléchit bien, on a tous les termes de la suite UN aussi, pour n variant de 0 jusqu'à, alors je ne sais plus combien j'ai pris, 25 termes, donc on aura 51, je crois d'ailleurs. Bon, pourquoi? Parce que ici en bleu, le premier terme c'est U0, en rouge c'est U1, en bleu là c'est U2, U3, U4, U5, etc. Bon, c'était juste pour vous refaire voir le tracé de deux suites qui vont être adjacentes. L'une est décroissante, l'autre est croissante, et la différence des deux tend vers 0. Et à ce moment-là, le théorème des suites adjacentes dit que ces suites convergent et qu'elles convergent vers la même limite. Et ici, évidemment, cette limite, c'est le fameux point grand L. Alors, en ayant fait apparaître pratiquement les termes des deux suites, alors je vais essayer de faire en sorte que on puisse les avoir à peu près proprement, voilà. Donc on peut vérifier au départ, A0, CU0, C1, et puis le nom que vous voyez apparaître ici, B0, c'est en fait U1, c'est cosinus de 1, environ. Et puis au fur et à mesure du temps, les deux suites vont se rapprocher. Alors, je vais aller voir le 25e terme. Voilà, on a ici c'est B25. Alors, il y a quand même pas mal de décimales en commun avec A25. 7 décimales apparemment. Voilà, en commun. Alors le script Python que vous voyez à l'écran, c'est celui qui va nous permettre d'avoir un nuage de points NUN avec U0 qui vaut 1, et puis ensuite pour K variant de 0 jusqu'à N, alors on va afficher représenter le point de coordonnée KUK en fait. Bon là c'est l'affichage des termes du terme de la suite, et aussi de K et de UK, et puis on passe au terme suivant en faisant agir la fonction cosinus. Bon là j'ai mis une pause assez réduite, on va voir ce que ça donne, et puis une fenêtre. Et on va aller jusqu'à 81, puisqu'à un moment donné on avait besoin de 81. Je ferme la fenêtre graphique de tout à l'heure, on exécute. Voilà, là les points arrivent assez vite quand même.
Alors pour 81, voilà, on obtient ce terme-là. Bon, on voit que à partir de, voilà, on a quand même, à partir d'à peu près ici, si je me trompe pas, de U54, on a 3 et 3, 6, 3, 9 chiffres après les virgules qui sont apparemment communs. Alors ça a été trop vite, on va y aller plus doucement, juste pour voir l'oscillation, l'alternance en fait entre les termes de la suite UN de rang pair et de rang impair. Ça va un peu vite quand même encore, mais là bon, petite ondulation qu'on voit apparaître. Alors, je vais prendre une pause un petit peu plus importante et puis on va réduire un peu aussi le nombre de termes. C'est peut-être pas la peine d'en faire apparaître autant, les 20, et puis là, bah tiens, on va faire une pause d'une seconde environ. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça s'en va, et ça revient, et c'est fait de tout petit rien. Ça me rappelle une chanson. Clo-clo. Voilà, on est arrivé à 20 et pour 20 termes, bah, pour U20, on a environ 0,7391,8. Bon, c'est proche du nombre grand L quand même. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage, un commentaire, positif, négatif, peu importe, ça peut être intéressant. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants et les lycéens aussi qui sont rentrés hier et aujourd'hui. Au revoir.